Watch out! Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, ces mots gravés dans notre mémoire, qui ont marqué toute une génération. Une référence de la pop culture. Très connue également en japonais, hein. Cette version est devenue un mème. Ça résonne dans mon cœur, et pardon, j'en oublie la politesse. Alors salut tout le monde et bienvenue pour la 5e partie de la rétrospective Hokuto no Ken. Et là, on s'attaque à du lourd, l'animation. Allez, on ne perd pas de temps et on démarre avec la série. Donc en 1984, la Toei adapte le manga à succès et en confie la réalisation à Toyo Ashida, artiste affirmé dans le monde de l'anime qui a travaillé sur des séries comme Cyborg 009 ou Dr. Slump. Et qui a aussi travaillé sur Ulysse 31 aux côtés de ce bon vieux Shingo Araki, très connu bien évidemment pour son excellent travail sur Senseiya. Le character design est quant à lui assuré par Masami Suda, qui nous a quitté hélas en 2021. Alors Suda est un vétéran de l'animation et fait ses premières gammes au sein du studio Tatsunoko dès sa création, notamment sur Speed Racer, Gatchaman ou encore Tekkaman. Si vous ne connaissez pas cet excellent studio, je vous invite à voir ma vidéo sur la série Gatchaman. D'ailleurs, ce ne sera pas son premier travail pour la Toei, puisqu'il a également œuvré sur des séries comme Dr. Slump, Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Quand tu as inventé le joli robot Aral, Candy, Au pays de Candy, comme dans tous les pays. ou même Gigi. Ce qui fait que je comprends ce passage-là dans l'épisode 38. Tiens, coucou Gigi, comment ça va ? La gourde est tombée. C'est pour toi, Ken. Donc en 1984, Suda est choisi pour s'occuper de Ken à la fois sur la série et le film de 1986. L'expérience ne fut pas facile, Suda trouvait difficile de représenter les poses de Ken et le dynamisme des nombreux combats. Il prit sur lui d'accentuer les lignes des visages et des corps pour améliorer la perspective. Par ailleurs, le trait très détaillé de Hara n'aidait pas la réalisation d'animes qui nécessitait d'être épuré compte tenu du nombre important de cellulos à produire. C'était un vrai défi pour l'équipe, et Suda en particulier. C'est pour cela qu'il a multiplié les effets d'ombre si caractéristiques, notamment au niveau des yeux ou des cernes par exemple. L'équipe décide également d'atténuer l'effet sanglant des combats, de modifier la couleur et d'ajouter l'effet radio lorsque les os se brisent à l'intérieur, afin de rendre le programme plus accessible. A noter qu'à partir de la deuxième époque, c'est Junichi Ayama, l'élève de Suda, qui reprendra pendant quelques épisodes le flambeau de Sakan. Mais Suda gardera le contrôle de l'ensemble. Ayama a également travaillé sur les animés Berserk, Amusons-nous un peu, fais-moi mal! et Jojo, J'ai gagné! Meurs! Je ne crois pas! deux mangas influencés par Hokuto no Ken, surtout le second. Alors, en japonais, le directeur d'animation se dit Sakan pour Sakuga Kantoku, qui signifie directeur d'animation tout simplement. C'est comme si nous on disait Diran, voilà. Donc quand vous verrez ce mot, vous saurez de quoi on parle. Il est vrai que même dans l'anime, le style graphique évolue fortement, comme pour le trait de Hara dans le manga. Le Ken du début de la série n'a plus rien à voir avec celui de la fin, tout comme le film de 1986 qui est vraiment très propre graphiquement. Cela étant, je vous avoue que je ne suis absolument pas fan du caractère design d'Hokuto no Ken 2, je préférais vraiment la première époque. Et il faut bien reconnaître que les épisodes sont réalisés de manière très inégale, et certains sont même discutables, notamment le fameux épisode 49, qui a fait couler beaucoup d'encre avec un Ken aux cheveux roux. Il faut dire que le processus de production faisait que ce n'était pas forcément les mêmes équipes pour chaque épisode, d'où les différences de style. On retrouve ce modèle de production dans beaucoup d'animés de la Toei, comme Senseiya par exemple. Avec le temps et un regard plus adulte, on s'aperçoit clairement qu'il y a de nombreux défauts. Par exemple, Ken déchire souvent ses vêtements, bien évidemment, comme dans le manga, mais il retrouve les mêmes 30 secondes après le combat, multipliant ainsi les faux raccords. Regardez-moi cet épisode 38, déshabillé,
Habillé, déshabillé, on suit la séquence pourtant. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la première vidéo sur les références, et notamment de l'attaque du stand de Jojo, Star Platinum. Si ce n'est pas le cas, allez voir la première vidéo. Eh bien, écoutez l'épisode 23 de Ken en VO. Étonnant, non? Non, ça n'a rien à voir avec tout ce que je disais, c'est comme ça, c'est pour le plaisir. Voilà, c'est tout moi. Le déroulé de la série est plutôt fidèle au manga, le point divergent le plus important étant le combat contre Shin qui arrive dès le premier tome alors qu'il est plus tardif dans l'anime. Et du coup, tous les méchants qu'il affronte avant sont sous ses ordres. Comme souvent, il y a quelques épisodes filler pour attraper le retard sur le manga, mais il y a surtout beaucoup d'épisodes récapitulatifs, ce qui est vite pénible. Et on atteint vraiment le summum avec les épisodes 78 à 82 qui sont uniquement des récaps de la vie des 5 étoiles du Nanto. La série est donc composée de 2 époques divisées en 6 chapitres pour un total de 152 épisodes. Elle s'arrête juste après le combat contre Kaiyo, et c'est plutôt pas mal car cela nous évite les 3 derniers tomes qui, je vous le rappelle, sont très dispensables et sur lesquels j'ai pas vraiment beaucoup accroché. En France, on découvre la série en 1988 et très vite, elle marque aussi bien les esprits des enfants, qui adorent, que ceux des parents qui sont révoltés par tant de violence et franchement, ils ont pas tort. Il faut dire qu'à l'époque, TF1 achetait des tonnes de séries et les diffusait à la chaîne de façon très industrielle. Il est clair que Hokuto no Ken n'était pas du tout adapté à un jeune public. Alors, Hokuto no Ken est clairement une série qui a fait sortir de ses gonds la classe politique, avec en tête de file Ségolène Royal, connue pour ses altercations avec Dorothée. Un bouquin, c'est que ça. Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là, allez, poubelle. Mais si Ségolène Royal a mené une fronde féroce contre le club Dorothée qualifiant l'animation japonaise de japonaiserie, elle n'est pas responsable de la suppression de notre émission préférée, produite par AB Productions, dont l'arrêt était surtout dû à la création d'ABSAT, concurrent de TF1. Il n'en demeure pas moins que mettre tout dans le même sac et qualifier de japonaiserie ce qui a bercé notre enfance sans avoir aucune connaissance du sujet reste lamentable. Et cette fronde générale anti-manga aura raison de Ken, mais passons. Au Japon, la série a été diffusée à 19h, une heure de grande écoute. Alors c'est marrant car en lisant 2 interviews différentes, j'ai vu que d'un côté, Hara disait que la série n'avait jamais connu une opposition farouche comme en France, et de l'autre, Suda disait qu'il y a eu pas mal de plaintes provoquant la non-diffusion de la série pendant des années dans la région de Tokyo. Bon, moi j'ai plutôt tendance à me rallier à la version de Suda. Alors si on parle un peu de musique maintenant, l'OST de Hokuto no Ken est l'une des plus réussies que j'ai pu écouter dans ma jeunesse. C'est simple, pour moi la seule qui la surpasse est celle de Senseiya, et pourtant j'adorais les OST de Dragon Ball, City Hunter et bien d'autres. Mais tout est bon dans le Hokuto. Elle alterne à la fois des thèmes guerriers et mélancoliques, la tristesse qui transpire tout au long de la série et qui, je le rappelle, est indispensable pour la maîtrise du Musou Tensei, colore le rythme des musiques. Certaines viennent terriblement accentuer la peine des personnages et bien utilisées, elles renforcent indéniablement la série. Moi c'est simple, pour moi une série réussie c'est une série qui allie à la fois un dessin maîtrisé, un bon scénario et une musique qui colle à l'ambiance. Et là c'est du tout bon. Le premier générique, Ayo Torimodo's, que vous pouvez entendre en fond est absolument génial et bien supérieur à la version française qui pourtant reste quand même de qualité par rapport à d'autres productions. Coucou Dragon Ball Z. Il mêle de l'anglais et du japonais avec une prononciation et une double voix masculine-féminine du plus bel effet. Et les génériques de fin est tout aussi grandiose. Alors l'opening et l'ending sont assurés par le groupe Crystal King et ce sont 2 hommes qui chantent, Katsumasa Yoshizaki et Masayaki Tanaka. Quand bien même, beaucoup pensaient que la voix que j'ai volontairement qualifiée de féminine était celle d'une femme. C'est extrêmement dur de choisir une musique plutôt qu'une autre, mais si je devais en retenir 3, ce serait celle-ci. Je vais prendre mon temps pour que vous les ayez bien en tête. Asuna Kitabi, qui est une merveille de thématique mélancolique, ma préférée de toute la série. Elle est sublime, douce, triste, et puis progressivement elle se révèle un peu plus rythmée. Il en existe une version alternative tout aussi magnifique, mais avec quelques nuances.
les deux restent superbes. Vient ensuite Sentu qui est souvent utilisé quand Ken se fout à poil pour balancer son attaque ravageuse. C'est notamment dans le passage contre le gardien de Cassandra que j'adore. Et enfin, Hokuto Hansatsuken, qu'on entend assez régulièrement et qui là aussi donne toute sa dimension à une scène de combat, notamment celle contre Shin, qui est particulièrement jouissive, mais aussi celle de la scène finale lors du combat contre Souther. Et concernant les auteurs, on a eu le droit à plusieurs intervenants. Je vous ai déjà parlé de Crystal King. Pour la deuxième époque, c'est le groupe Komodo qui assure l'opening, Silent Survivor, et l'ending, Dry Your Tears. Il sera également présent sur le film réalisé en 1986 avec Heart of Madness. Il y a un second opening ending pour la deuxième saison interprété par le groupe Tomcat. J'aime bien, mais je préfère nettement la première saison. Et si les groupes participent à la mise en musique et que plusieurs personnes sont intervenues, la composition générale de l'OST est l'œuvre de l'excellent Nozomi Aoki, grand maître respecté dans le milieu et utilisant bon nombre d'instruments. Avant Hokuto no Ken, il était également très connu pour son travail sur Galaxy Express 999, sorti quelques années plus tôt. Le générique français, qui sans être du niveau de la VO, reste de bonne facture. Il est interprété par Bernard Denimal, connu pour Chéri Miel, Tu te bats seul dans un combat fantastique. Muscleman, et Galaxy 999 justement. Côté doublage, j'évoquerai principalement Akira Kamiya, qui assure la voix de Ken en VO et qui est aussi connu pour Ryo Saeba ou encore Algol de Persée ou Siegfried de Dube dans Senseiya. La voix de Rao est assurée par Kenji Utsumi, également Seiyu, doubleur de Shenron dans Dragon Ball. Ah, c'est maintenant qu'on attaque le gros morceau. Culte pour certains, dramatique pour d'autres, l'adaptation française ne laisse pas indifférent. Évidemment, vu la violence présente, la série sera fortement censurée, comme d'autres dessins animés allant même jusqu'à supprimer tout un épisode entier, le 35. Mais le pire reste le doublage grand guignolesque. Attaque Nanto, le point du guerrier dans la figure. Attaque au couteau, coup de pied volant avec pointure. Piloté par le génial et regretté Philippe Auguste. Alors je vous invite à lire son interview sur le site Hokuto Legacy qui est effarante sur bien des points. Philippe Auguste était un comédien de doublage très célèbre, hélas décédé en 2019. C'est un artiste que j'adore vraiment, je trouve sa voix fabuleuse et parfaitement adaptée à Ken. Sais-tu au moins que tu es mort? Mais je déteste vraiment beaucoup le travail fourni sur Hokuto no Ken et la façon dont son équipe a géré l'animé. Même sur le fond, je comprends qu'il puisse être choqué que cet animé soit diffusé à des enfants. Philippe Auguste, c'est la voix de Patrick Duffy, Bobby Ewing dans Dallas. De quoi tu parles? De Martin Sheen. Je suis un soldat. Il a même doublé Bruce Lee. Ne me touchez surtout pas. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis d'accord pour payer. C'est la voix de Capitaine Flamme, de Musclor, de Bourdu dans Sailor Moon et bien d'autres. C'est vraiment un grand artiste. Hélas, le travail sur Hokuto no Ken est vraiment scandaleux. Étant très attaché au respect d'une œuvre, je ne comprends pas que des artistes puissent à ce point manquer de respect à une œuvre, quand bien même ils la détestent. Car ce doublage détruit complètement toute l'approche mélancolique de Ken, et à chaque débilité, on sort complètement de l'histoire et on regarde Ken au premier degré. Et des trucs débiles, il y en a à chaque minute. Pour moi, cela a même l'effet inverse de ce qui est recherché. Car alors on ne retient de Ken que sa violence et ses dialogues tout pourris, sans garder en mémoire toute la réflexion qu'il y a derrière, et il y en a.
Alors je l'avoue, hein, il y a certains passages que je trouve vraiment drôles, comme celui-ci. C'est vrai, c'est pas la peine de nous raccourcir, on est déjà tout petit. Quoi? Je vous entends pas très bien, décidément. J'y tiens à ma tête et c'est tout le portrait de ma mère. On fait pas ça, rien que d'y penser, j'ai la migraine. Et effectivement culte, comme celui-là. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Mais la plupart du temps, c'est vraiment très mauvais, comme ça. Mais c'est de l'impro. Voilà. Eh bien, courage veut dire quelqu'un de courageux. Et quelqu'un qui serait particulièrement courageux, si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui aurait pas peur, quoi. Il faut dire que les doubleurs à l'époque étaient face à un monde, l'animé japonais, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et on a eu le droit à des explications foireuses, teintées de mauvaise foi. Des choses insupportables montrant tout le mépris que certains pouvaient avoir à l'époque vis-à-vis de l'animation japonaise. Dans l'interview que j'ai citée, j'ai retenu par exemple 3 passages qui symbolisent tout cela. Quand on fait la comparaison entre Ken et Capitaine Flamme, Philippe Auguste nous explique la différence de qualité entre les deux produits. Capitaine Flamme c'est américain, c'est bien, et Ken c'est japonais, c'est un sous-produit. Ouais, sauf que Capitaine Flamme c'est japonais en fait, mais c'est vrai que c'est basé sur les romans d'Edmond Hamilton, écrivain américain. Et puis il enchaîne avec la qualité de l'animation japonaise, qui selon lui n'est pas terrible. Et d'ailleurs, ceci était globalement l'idée générale pour certains bien-pensants, qui parlaient de japonaiserie. Alors que l'animation japonaise, de l'époque, était très aboutie et innovante sur bien des aspects. Et enfin, il nous évoque l'apparition de croix gammées qui justifieraient la censure, alors qu'elles n'ont jamais existé dans la série. Il faisait plutôt référence à l'armée divine qui a des allures d'armée nazie mais sans symbole. Alors en fait, il existe bien une histoire de croix gammée dans le monde de l'anime, mais pas du tout liée à Hokuto no Ken. C'était dans la série Kinnikuman, Muscleman en français, pour laquelle Philippe Auguste n'a pas travaillé, mais dont le doublage était assuré par le studio auquel il appartenait, la Sophie. Diffusée à la même époque, la série s'arrêtera au 49e épisode, suite à la demande du CSA. En effet, apparaît dans la série le catcheur allemand Brocken, habillé en nazi avec la croix gammée. Bon, jusque-là, ça passe encore, puisque c'est un vilain méchant et qu'il se prend une branlée. Le problème, c'est la suite, quand son fils allemand porte un costume avec une croix gammée et qu'il intègre le camp des gentils. Il était alors hors de question, pour le CSA, qu'un tel symbole soit associé au héros de l'histoire, du coup, Endgame. Or très vite, les doubleurs n'étant pas fans de l'animation japonaise et détestant la violence qu'ils voyaient à l'écran, ont menacé de tout stopper à moins d'adapter complètement le texte et de laisser libre cours à leur délire. Et voilà comme on bascule dans le grand n'importe quoi. Est-ce que vous savez où je peux trouver Ryuka? À Montélimar. À noter que bizarrement, dans l'épisode 49, il n'y a pas trop de conneries, mais c'est vrai que c'était pas Philippe à la baguette. Au final, dans la carrière de Philippe Auguste, Ken est pour moi son seul accro. Sans doute l'une des voix que je préfère, un timbre exceptionnel et un travail d'artiste superbe. Une voix rassurante qui sied merveilleusement bien à nos héros d'enfance, mais bon, c'était une autre génération. Et je ne lui en veux absolument pas, une partie de moi me dit que ce doublage a peut-être permis de diffuser plus longuement la série et d'ancrer un peu plus Ken dans les mémoires. Pour votre information, sachez que l'intégrale, à l'heure où j'enregistre, est disponible en VO et VF d'époque sur la plateforme ADN. Concernant les films et les OAV, je serai plus rapide. Déjà, commençons par le film de 1986. C'est un condensé de la première époque jusqu'au premier combat contre Raoh. Du coup, le scénario est très raccourci, avec des changements assez importants et 2 fins possibles que je vous laisse découvrir. Le film est intéressant et plutôt bien réalisé, je regrette néanmoins que l'on ne retrouve pas les grands thèmes musicaux de la série. Ken est doublé par Philippe Auguste, beaucoup plus calme pour le coup, et il est à noter qu'apparaît à certains Daniel Russo pour doubler Shin. Alors tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Quel coup de théâtre! Il y a 5 minutes encore, je voyais la haine briller dans ses yeux. Et maintenant, elle jure par tous les saints qu'elle m'adore. Décidément, je ne m'y ferai jamais. Les femmes sont toutes tellement imprévisibles. En 2003, la Toei décide d'adapter le roman dont je parle dans la 3e partie, intitulé Shin Hokuto no Ken. Il s'agit d'une série de 3 OAV, réalisée par Takashi Watanabe, connu pour avoir travaillé sur le collège Fufufu ou Nausicaa, en tant qu'animateur clé. Le film est un mélange de dessin 2D dans un environnement 3D. C'est plutôt pas mal, avec une animation bien évidemment plus fluide et des dessins plus harmonieux que la série. Les combats sont malheureusement très rapides et la trilogie comporte beaucoup trop de passages répétitifs et ennuyeux à mon goût. A voir si vous êtes fan, sinon c'est dispensable. Ensuite vient un projet plus ambitieux en lien avec les spin-offs que j'ai évoqués en 3e partie et intitulé Hokuto no Ken, la légende du véritable sauveur. Produit par la société North Star Pictures, société fondée entre autres par Hara Horie et Tsukasa Oro, aujourd'hui fusionnée avec Coamix, le projet se décompose en 3 films pour les salles et 2 OAV en direct ou vidéo. Le premier film concerne l'histoire de Raoh et reprend notamment l'affrontement contre Souther. Vient ensuite un OAV, la légende de Yuria.
Le deuxième film avance un peu plus dans l'histoire, que l'on connaît. Vient ensuite le second OAV sur l'histoire de Toki. Et enfin le dernier film intitulé La légende de Kenshiro, retraçant ses origines. Bon là aussi, si graphiquement c'est pas mal et bien mieux que la série originale, il y a des choses intéressantes si vous n'avez pas lu les spin-offs, mais il y a aussi beaucoup de redondance si vous connaissez par cœur la série. Le passage avec Souther par exemple, c'est du copier-coller, où il manque la merveilleuse OST que j'adore. Le gros intérêt reste le 5e film qui est quelque chose de complètement nouveau, mais ne vous attendez pas non plus à un combat épique contre un très grand maître. On est au tout début des aventures de Ken, juste avant qu'il rencontre Lin. Kenshiro se cherche une motivation à ce moment-là, avant de découvrir son destin. Ainsi s'achève la partie animation de Hokuto no Ken, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager vos avis sur la série dans les commentaires, dites-moi si vous aimez l'OST ou pas. Je vous donne rendez-vous pour la 6e partie sur les produits dérivés, en attendant, prenez soin de vous.